cet après-midi, donc qui traite sur la faillite et les alternatives. Il s'agit donc du 4e webinaire organisé dans le cadre de la hotline Boost Handwerk. Donc c'est une hotline qui a été mise en place dès le début de la crise sanitaire en mars 2020 pour aider les entreprises du secteur artisanal à traverser cette période de bouleversement multiples, interdiction d'exercer, restrictions à l'activité, tout un panel de mesures dérogatoires exceptionnelles et ces mesures, et enfin, surtout la pandémie, a peut-être, a certainement bouleversé nombre d'activités et nombre de business plans. Et certains dirigeants ont donc ont dû être amenés à se poser des questions quant à l'avenir de leur entreprise. C'est pour ça qu'il y a eu 4 webinaires et celui-ci est le dernier sur la gestion de ces difficultés. On a eu le premier webinaire gestion de la trésorerie, le second sur la renégociation de son bail commercial, le troisième sur les licenciements économiques et enfin celui-ci sur la faillite et les alternatives. Donc, comme annoncé par mon collègue Raphaël Raimundo qui s'occupe des aspects techniques, tous ces webinaires sont sur le site ID de la Chambre des métiers, YDE. Les questions, effectivement, qui vont se poser, dont on va essayer de répondre aujourd'hui, c'est de savoir s'il faut fermer l'entreprise, est-ce qu'il faut faire un aveu de faillite, est-ce qu'il est possible de renégocier avec des créanciers, sous quelles conditions? Mais avant de présenter donc les orateurs et de se lancer dans le vif du sujet, quelques petits détails techniques que je dois vous communiquer. Alors, les questions-réponses, ça, ce n'est pas un détail, c'est important. Alors, malheureusement, on ne vous a pas en présentiel, mais vous pouvez poser vos questions par chat. C'est moins convivial, mais ça a l'avantage qu'au fil des exposés, vous pouvez donc sur l'onglet chat poser vos questions et donc une 5e partie sera traitée, une partie entière sera traitée sur le jeu des questions-réponses. Voilà, donc n'hésitez pas quand vous avez une question lors de l'exposé à poser vos questions par chat et on va les aménager, enfin les classer et on va en discuter à l'issue des exposés. Les certificats donc seront envoyés par courriel avec à ceux qui ont un taux de participation de plus de 50%. Toutes les personnes inscrites vont recevoir aussi par courriel un lien avec la possibilité de revisionner ce webinaire qui sera a priori le support et le replay sera également sur le site ID, a priori sur la page consacrée aux droits des sociétés. Et voilà, quand vous quittez ce webinaire, enfin, dernier point, il y a une enquête de satisfaction qui sera communiquée. Et donc, n'hésitez pas à nous la renvoyer, c'est très rapide. Ceci exposé, donc je vais faire une courte présentation des intervenants. Comme vous les voyez qui s'affichent sur votre écran, nous avons la chance d'avoir toute une équipe de choc. Savoir 4 avocats à la cour de l'étude Monitor, qui sont actuellement à l'étude Monitor et qui ont tous une très grande expérience du contentieux. Alors, dans l'ordre de passage de l'exposé, je présente donc d'abord Maître Paulo Lopes da Silva. Bonjour Maître. Bonjour. Donc, vous êtes spécialiste en droit des affaires, droit de la construction et également des procédures d'insolvabilité, ce que j'ai noté. Tout à fait, Si, entre autres. entre autres. Ouais. Ensuite, Maître Armel Vess va nous faire l'honneur de présenter sa partie. Bonjour, Maître. Bonjour. Donc, vous êtes spécialiste également en droit des affaires, mais aussi droit des sociétés et j'ai cru comprendre droit bancaire, si j'ai bien noté. C'est ça, en contentieux, droit des sociétés et droit bancaire. Parfait. Ensuite, nous allons avoir l'honneur d'écouter Maître Jacques Wolter. Bonsoir, Maître. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes connu et reconnu à la Chambre des métiers en tant que spécialiste de la médiation. Vous avez une grande importance à trouver des solutions à l'amiable et également à la transmission d'entreprises. Et vous avez d'ailleurs passé du temps à expliquer ceci auprès des artisans déjà. Et vous êtes très investi
dans la transmission d'entreprise. Oui, merci. Enfin, donc last but not least, comme on dit, maître François Cautertz, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes également connu de nos ressortissants, surtout dans le secteur de la construction, puisque vous êtes un habitué du cycle de conférences Bâtir sur du solide. Et donc, vous êtes un généraliste, mais aussi spécialiste du droit de la construction. Donc, maintenant que ceci est fait, alors voilà, donc chacun, vous allez vous êtes donné un quart d'heure pour vous partager votre expérience et votre métier sur ce sujet délicat. Et donc, je passe la parole, je crois, à Maître Lopez. Très bien. Merci beaucoup pour cette introduction et bienvenue à tous pour ce webinaire donc, consacré à la faillite et aux alternatives. Donc, en ces temps d'incertitude économique, il est important de rappeler que la faillite n'est pas, ou que les procédures d'insolvabilité luxembourgeoise ne se limitent pas à la faillite. Il existe d'autres alternatives à celle-ci et nous allons en examiner 3. Je commencerai d'abord par le sursis de paiement et ensuite la gestion contrôlée. Je vais vous exposer dans les grandes lignes, bien évidemment, puisqu'on n'a pas suffisamment de temps pour aller vraiment dans le détail, mais au moins vous aurez un aperçu de ces deux types de procédures. Donc le sursis de paiement, comme son nom l'indique, le sursis de paiement est une procédure qui permet aux commerçants d'obtenir, de suspendre ses paiements à ses créanciers pendant une certaine durée. C'est une procédure assez peu utilisée, et c'est un euphémisme, parce que cette procédure qui existe dans notre code de commerce depuis à peu près 200 ans, n'a, en 200 ans, donné lieu qu'à une seule décision qui a été publiée. Donc, c'est quelque chose d'assez peu utilisé. Le sursis de paiement qui est organisé par le Code de commerce ne doit pas être confondu avec le sursis de paiement qui est organisé par la loi du 5 avril 1993, qui est une loi qui prévoit des mécanismes de sursis de paiement qui sont spécifiques au secteur financier, donc qui concernent essentiellement, par exemple, les banques ou les fonds d'investissement. Ici, on parle du sursis de paiement tel qu'il est prévu dans le Code de commerce et tel qu'il s'applique à tous les commerçants ou à toutes les entreprises qui ont le statut de commerçant. Donc, pour pouvoir bénéficier du sursis de paiement, il y a un certain nombre de conditions à remplir. Le code, l'article 593 du Code de commerce en cite 2. Elle vise 2 cas précis. Le premier cas, c'est le cas du commerçant qui a été contraint, par la suite d'événements exceptionnels et imprévisibles, de cesser temporairement ses paiements, mais qui dispose, d'après son bilan dûment vérifié, de biens ou d'éléments suffisants pour couvrir ou pour satisfaire l'ensemble de ses créanciers. Le deuxième cas de figure, c'est celui du commerçant qui, dans la situation bien qu'actuellement déficitaire, renferme des éléments sérieux des rétablissements de l'équilibre de l'actif et du passif. En substance, le sursis de paiement est destiné à des sociétés qui sont saines ou viables, mais qui traversent des difficultés économiques passagères. Il s'agit en quelque sorte de leur donner un ballon d'oxygène, de donner un ballon d'oxygène à des sociétés qui sont momentanément asphyxiées sur le plan financier afin de leur permettre de reconstituer une trésorerie. En somme, le sursis doit permettre à ces sociétés de surmonter des difficultés d'ordre conjoncturel et ne vise pas en fait à réorganiser en profondeur l'entreprise. Donc c'est vraiment pour gagner du temps, leur donner un peu de souffle pour permettre d'aller à nouveau de l'avant. On pourrait penser que le sursis de paiement dans cette période de pandémie est voué à connaître un grand succès, puisqu'effectivement, on peut difficilement parler d'une situation plus extraordinaire que celle qu'on vit actuellement. Donc c'est effectivement quelque chose, une situation tout à fait particulière, et on aurait pu penser que cette procédure soit promise à un bel avenir et qu'elle soit utilisée beaucoup dans les prochains mois. Or, rien n'est moins sûr, parce que comme nous le verrons, cette procédure est extrêmement difficile à mettre en œuvre et les effets sont assez limités et ce qui en limite grandement l'intérêt. Donc, la procédure. Donc, la procédure commence par une requête unilatérale avec une particularité, c'est que cette requête est déposée à la fois au tribunal d'arrondissement et à la Cour supérieure de justice. Donc, il faut déposer à 2 endroits différents. C'est une requête qui doit être motivée, qui doit être accompagnée par une liste de tous les créanciers, ainsi qu'un état estimatif du passif et de l'actif. Dans une deuxième étape,
le tribunal va nommer un ou plusieurs experts et il va désigner un juge pour surveiller les opérations des experts. Donc les experts auront pour tâche de vérifier l'état des affaires du commerçant. À ce stade, le tribunal peut déjà, s'il l'estime opportun, prononcer un sursis provisoire, c'est-à-dire qu'il peut déjà suspendre les paiements de manière provisoire. Dans ce cas, il va nommer un ou plusieurs commissaires qui seront chargés de surveiller, de contrôler les opérations du commerçant, c'est-à-dire que le commerçant sera mis sous contrôle. Lorsque les experts auront fait leur travail, le juge qui a été délégué par le tribunal va faire un rapport au tribunal qui, après avoir convoqué l'ensemble des créanciers, va émettre un avis. Les créanciers sont entendus par le tribunal, c'est-à-dire qu'ils doivent prendre position, ils doivent dire est-ce que oui ou non ils soutiennent cette demande en sursis de paiement. L'avis du tribunal est transmis à la Cour supérieure de justice qui, dans un délai de 8 jours, va prendre une décision. Alors, il est important de souligner que la Cour supérieure de justice ne peut faire droit à la demande que si une majorité des créanciers représentant 3/4 du passif ont exprimé leur adhésion à la démarche. Si la Cour accorde le sursis, elle va en fixer la durée et elle va nommer plusieurs commissaires. Et ces commissaires seront chargés de contrôler les opérations du commerçant. Pendant la durée du sursis, le commerçant ne peut pas faire certains actes sans l'accord des commissaires. Par exemple, il ne peut pas vendre des biens, il ne peut pas hypothéquer ses biens, il ne peut pas les donner en gage, il ne peut pas faire de prêt, emprunter de l'argent et faire aucun paiement. Donc, il est relativement restreint dans sa liberté de conduire ses affaires, mais en contrepartie, les créanciers ne peuvent faire aucune voie d'exécution, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de procédure d'exécution sur les biens du commerçant. Alors, pourquoi est-ce que cette procédure, vous allez comprendre pourquoi cette procédure est plus utilisée, c'est que, en fait, le sursis, cette procédure de sursis ne s'applique pas aux créanciers publics, c'est-à-dire à l'administration fiscale ou au centre commun de la sécurité sociale. C'est-à-dire que les dettes fiscales et les dettes de sécurité sociale, donc par exemple les prélèvements qui ont été faits sur les salaires pour les continuer à l'État, ne sont pas concernés par la procédure de sursis de paiement, donc ce qui en limite considérablement la portée, surtout lorsque l'on sait que l'immense majorité des faillites qui sont prononcées au Luxembourg le sont à l'initiative soit de l'administration fiscale ou alors du centre commun. Ce sont eux qui, en général, vont mettre les sociétés en faillite en raison du passif ou des dettes fiscales et des sécurités sociales qui ont été accumulées. Le sursis ne concerne pas non plus les créanciers privilégiés. C'est-à-dire que les créanciers hypothécaires ou les créanciers gagistes pourront eux aussi, ne sont pas concernés, ils pourraient exécuter leur sûreté, donc à nouveau qui va limiter considérablement l'intérêt de cette procédure. Certes, les créanciers hypothécaires ne peuvent pas, par exemple, et ça c'est prévu par la loi, ne peuvent pas faire vendre l'immeuble dans lequel est exploité le commerce, ni les outils ou les autres créanciers, les créanciers gagistes ne peuvent pas exécuter sur les gages. Mais tous les autres peuvent exercer librement leur sûreté, ce qui effectivement limite assez considérablement la portée et l'intérêt de cette procédure. Donc, si le sursis de paiement n'est pas une véritable option, est-ce que l'entreprise peut éventuellement trouver son salut dans le second mécanisme que nous allons voir, c'est-à-dire la gestion contrôlée? Alors, la gestion contrôlée est plus récente, elle a été introduite en 1935 dans la législation luxembourgeoise. C'est une procédure qui est assez peu utilisée et qui arrive encore plus rarement à son terme. Et vous allez comprendre pourquoi. Cette procédure doit répondre, pour pouvoir l'initier, il faut naturellement répondre à certaines conditions. L'article 1er du règlement grand-ducal, donc du 24 mai 1935, qui a institué cette procédure, prévoit 2 séries de conditions. La première série de conditions est liée à la situation du commerçant et la seconde est liée à l'objectif que doit avoir la gestion contrôlée. La situation du commerçant. La gestion contrôlée s'applique au commerçant dont le crédit a été ébranlé. Donc, c'est une condition qu'on retrouve également en matière de faillite, et François va vous en parler un peu plus tard, ou dans l'exécution intégrale des engagements est compromise. Et c'est là une particularité par rapport à la faillite, c'est-à-dire qu'ici, on vise une situation d'un commerçant qui n'est pas encore en cessation de paiement, c'est-à-dire qu'il peut encore payer,
mais qui est tout près de la cessation de paiement. C'est-à-dire qu'il est dans une situation qui va le conduire inéluctablement à la cessation de paiement s'il ne fait rien. Donc on est vraiment au bord de la cessation de paiement sans y être tout à fait. La deuxième série de conditions tient à l'objectif de la gestion contrôlée. La gestion contrôlée ne peut être ordonnée que si elle poursuit l'un des deux objectifs énoncés dans la loi. Le premier objectif, c'est la réorganisation des affaires du commerçant. Donc la gestion contrôlée suppose qu'il existe une possibilité de réorganisation des affaires de l'entreprise de manière à améliorer la conduite de ses affaires et de diminuer le passif. Il est important de savoir que la gestion compte que dans la demande, le commerçant doit faire des propositions concrètes dans sa requête de mesures d'organisation. Donc il ne suffit pas de dire qu'il veut réorganiser son entreprise et que c'est pour cela qu'il demande la gestion contrôlée. Il doit faire des propositions concrètes dès sa requête. Donc il doit expliquer au tribunal ce qu'il compte faire pour améliorer sa situation. Donc ça peut être effectivement par exemple, de céder une partie d'actifs, ça peut être un plan social, ça peut être beaucoup de choses, mais en tout cas, il faut il faut déposer, il faut avoir un plan lorsqu'on s'adresse au tribunal. Si la réorganisation est impossible, la gestion contrôlée peut également avoir pour objectif la bonne réalisation de son actif, de l'actif du commerçant. C'est-à-dire que la gestion contrôlée doit permettre une meilleure valorisation ou une meilleure réalisation des biens du débiteur que dans des conditions normales ou dans des conditions d'une faillite. On voit souvent dans la jurisprudence que le tribunal fait une sorte de comparatif, c'est-à-dire qu'il va essayer de déterminer est-ce que la gestion contrôlée ou une réalisation dans le cadre de la gestion contrôlée va permettre au commerçant de vendre ses actifs dans des meilleures conditions que par rapport à une faillite. C'est un point donc, important, donc il faut avoir ce double objectif. Ce que ne permet pas la gestion contrôlée, ça c'est important à garder à l'esprit, c'est que la gestion contrôlée ne permet pas simplement d'obtenir des délais de paiement. Pour ça, la jurisprudence considère qu'on doit utiliser la procédure de sursis de paiement et la gestion contrôlée ne peut vraiment avoir pour objet que la réorganisation ou la bonne réalisation des actifs. Il est aussi important, donc la loi, comme je vous l'ai dit, prévoit donc ces deux séries de conditions. Il y a une troisième condition qui a été rajoutée par la jurisprudence, qui est celle de la bonne foi. C'est-à-dire que même si c'est une condition qui n'est pas prévue dans la loi, les tribunaux vont quand même s'assurer que le créancier qui va soumettre cette requête soit de bonne foi, c'est-à-dire qu'il n'ait pas commis de graves irrégularités qui pourraient expliquer sa situation. Donc ça, c'est important aussi à garder à l'esprit. Sur la procédure. Donc, comme pour le sursis, elle commence par une requête, donc quelque chose d'assez classique. On doit fournir une liste des créanciers. Dans un deuxième temps, le tribunal va se prononcer tout d'abord sur la recevabilité de la demande. C'est-à-dire qu'il va déterminer si oui ou non la mesure est envisageable. Donc, il y a deux possibilités. Soit le tribunal rejette d'emblée la demande parce qu'il estime que la mesure ne permettra pas d'assainir de manière progressive l'entreprise ou de diminuer les passifs, ou alors, mais cela ne signifie pas, pardon, encore une précision importante, donc ça ne signifie pas automatiquement que si la demande en gestion contrôlée est rejetée, que ça sera automatiquement la faillite, puisque la faillite, il y a quand même des conditions séparées, donc le tribunal devra quand même constater que les conditions sont réunies pour prononcer la faillite. Donc ce n'est pas automatique, c'est probable, mais pas automatique. Deuxième possibilité, le juge estime que la demande est recevable, et à ce moment-là, il va faire quoi? Il va déléguer un de ses juges, qu'on appelle le juge délégué, comme on l'indique, et ce juge va pouvoir se faire assister de un ou plusieurs experts, puisque le juge n'est pas un professionnel ou de la gestion d'entreprise, donc il va s'assurer, c'est généralement des experts comptables ou des réviseurs qui sont nommés en tant qu'experts. Parfois, c'est aussi des avocats, ça peut aussi arriver. Il est aussi important de savoir que le juge va ordonner, en même temps qu'il va nommer ses experts, il va aussi ordonner la consignation. C'est-à-dire que le commerçant va devoir faire un dépôt d'une certaine somme d'argent pour couvrir les dépenses de la gestion contrôlée. Et ce montant qui est généralement exigé tourne autour de 50 000 €. Donc il est important, ça c'est important, c'est quelque chose d'important à savoir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas demander la gestion contrôlée lorsque la société n'a plus du tout de liquidité. Donc il faut le faire à un moment donné où on est proche, où il reste quand même suffisamment de réserves pour pouvoir avancer ces frais de la gestion contrôlée. Si le tribunal donc délègue ce juge, donc déclare cette demande recevable,
cette décision en elle-même, même si ce n'est pas le début proprement dit de la gestion contrôlée, cette décision emporte quand même des conséquences déjà importantes, et qui sont au nombre de 3. Première conséquence de cette décision, c'est la suspension des actes d'exécution, même par des créanciers hypothécaires ou gagistes. C'est-à-dire que les créanciers, à partir du moment où cette décision aura été rendue, ne pourront plus exécuter. Les créanciers hypothécaires ne peuvent plus exercer leur hypothèque, ou les créanciers gagistes ne peuvent plus exercer leur gage. Un bémol quand même très important ici, c'est que de nos jours, bon nombre de gages tombent sous la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière. Donc c'est quelque chose qui peut paraître technique, mais par exemple, si vous avez un compte en banque, sachez qu'il existe dans les conditions générales de toutes les banques ce qu'on appelle une clause de gage générale qui permet, par exemple, si vous avez une dette envers si vous avez un compte à découvert, ben ça permet au banquier, par exemple, de prendre l'argent qui est sur notre compte et de compenser tout ça. C'est-à-dire que et ça, la loi, la gestion contrôlée ne pourra pas l'empêcher, puisque cette loi du 5 août 2005 met à l'abri ce type de gage. Donc, c'est-à-dire que les gages qui tombent sous cette loi ne sont pas concernés par la gestion contrôlée. Deuxième effet important, c'est qu'à partir du moment où cette décision est prise, le commerçant ne peut plus, à peine de nullité, aliéner, constituer des gages ou s'engager à recevoir un capital mobilier sans l'autorisation du juge commissaire. Donc, il peut par contre, ça c'est ce que la jurisprudence a décidé, il peut quand même faire des paiements en vertu des contrats en cours. Donc, par exemple, si vous avez une commande qui est en cours, vous avez le droit, malgré la gestion contrôlée et sans même l'accord du juge commissaire, de payer votre fournisseur. Troisième point très important, c'est que bien évidemment, à partir de ce moment-là, la société ne peut plus être mise en faillite. Comme je vous l'indiquais, donc, le tribunal nomme un juge délégué, le juge délégué nomme lui-même un expert, l'expert rend son rapport au juge délégué, qui lui-même va faire un rapport au tribunal. Le tribunal va entendre le commerçant, et sur cette base-là, il va décider ou non de prononcer la gestion contrôlée proprement dite. Malheureusement, c'est à ce stade que beaucoup de procédures de gestion contrôlée vont échouer, parce que souvent, les rapports des experts sont négatifs, où ils considèrent que finalement les mesures de réorganisation ne marcheront pas, ne font pas de sens, ou alors qu'il n'y a pas véritablement d'intérêt à obtenir une procédure, ou qu'il n'y a pas d'intérêt réel par rapport à une faillite. Mais si le tribunal admet la gestion contrôlée, donc il va nommer cette fois-ci des commissaires qui auront plusieurs missions. La première mission, on va vous le voir sur le slide suivant, c'est qu'ils doivent dresser l'inventaire des biens dépendants de la gestion contrôlée, ainsi qu'un état de la situation active et passive du commerçant. Deuxième chose, c'est qu'ils vont contrôler la gestion du commerçant, c'est-à-dire que le commerçant ne pourra plus faire un certain nombre d'actes sans l'accord des commissaires. C'est-à-dire qu'ils ne pourront plus aliéner, donc ils ne pourront plus vendre de biens, ils ne pourront plus hypothéquer, plus donner de gages, plus emprunter, etc. Ils pourront, les commissaires, tout comme en matière de faillite, ils auront un certain nombre de pouvoirs relativement larges pour attaquer certains actes qui ont été faits par le créancier, par exemple des actes qui ont été faits en fraude des droits d'autres créanciers. Donc ils ont le pouvoir de demander la nullité d'un certain nombre d'actes. Et le dernier point, qui est de loin le plus important, c'est que les commissaires doivent établir un projet de réorganisation ou un projet de réalisation et de répartition de l'actif. Donc ça, c'est vraiment le cœur de leur mission, c'est-à-dire qu'ils doivent élaborer donc, un plan de réorganisation ou un plan de répartition de l'actif. Ce projet, ensuite, est communiqué aux créanciers, et les créanciers doivent déclarer s'ils adhèrent, s'ils approuvent ou non ce plan de réorganisation ou de liquidation. Le tribunal statue ensuite sur le projet de réorganisation, et il est important de noter qu'il ne peut l'approuver que si au moins la moitié des créanciers représentant au moins la moitié du passif ont adhéré au plan. C'est une condition qui est certes nécessaire, mais qui n'est pas suffisante, puisque le tribunal garde un pouvoir d'appréciation. Donc, même si les créanciers adhèrent massivement au plan, le tribunal pourrait encore, il a le droit de le faire, pourrait encore refuser d'approuver le plan. Donc le tribunal se trouve confronté à deux possibilités, soit il peut rejeter le plan qui a été élaboré par les commissaires, soit il peut s'agir d'un rejet définitif, auquel cas éventuellement ça ouvrira la voie à une faillite, ou alors ça peut être un rejet provisoire, c'est-à-dire que le tribunal peut demander
aux commissaires de revoir leur copie et de représenter un nouveau plan. Ils peuvent également approuver le projet, purement et simplement. Et s'ils approuvent le projet, donc ce projet devient en quelque sorte un contrat entre le commerçant et les créanciers, et l'ensemble des créanciers, donc y compris ceux qui peut-être n'ont pas approuvé. En principe, l'exécution, donc une fois que ce plan a été approuvé, le commerçant retrouve sa liberté, donc il peut à nouveau gérer librement ses affaires. Il se peut toutefois que le tribunal ordonne ou demande au commissaire de suivre l'exécution du plan. Donc ça arrive, ça peut arriver. Et donc, auquel cas, effectivement, le commerçant pourra gérer. Il ne sera plus obligé de demander systématiquement l'accord des commissaires, mais le commissaire pourra quand même surveiller la bonne exécution du plan. Une fois que le plan donc, a été approuvé, deux possibilités. Soit effectivement le plan est respecté, c'est-à-dire que le commerçant respecte, effectivement, prend les mesures de réorganisation ou alors vend ses actifs tels que c'était prévu, auquel cas la procédure est définitivement terminée et il reprend le cours normal de sa vie. Ou alors, le plan n'est pas respecté, et auquel cas, on se retrouve dans une situation qui est similaire à celle d'un contrat qui n'a pas été rempli. Donc, le contrat n'ayant pas été rempli, la doctrine considère que les créanciers pourraient à ce moment-là s'adresser à nouveau au tribunal et demander la résolution de ce traité, donc du plan, et auquel cas, effectivement, ça ouvrirait ensuite la voie à une faillite. Donc, la procédure de gestion contrôlée, comme je viens de vous l'expliquer, est un mécanisme assez peu utilisé, mais ça reste quand même une réelle alternative à la faillite, pour peu que la demande soit bien préparée en amont et que le commerçant n'attende pas la toute dernière minute pour présenter ce plan. Je vais vous en donner un exemple. Comme je vous l'ai dit, ces procédures aboutissent rarement. J'ai quand même eu à suivre une procédure de gestion contrôlée qui est arrivée jusqu'au bout. C'était un exemple, c'était quoi elle concernait en fait un commerçant qui était propriétaire d'un immeuble de commerce, qui était aussi en difficulté financière. Pourquoi? Parce qu'il avait emprunté pour pouvoir financer la construction de ce bâtiment avec des commerces et suite à un retournement de conjoncture, il n'arrivait plus à rembourser ses mensualités. Donc en fait, son activité était totalement déficitaire, il n'arrivait pas à rembourser parce que les revenus qu'il tirait ne suffisaient pas à couvrir sa dette. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Cet immeuble, pourtant, la valeur de cet immeuble était quand même bien supérieure au montant du passif. Donc là, effectivement, on a fait une demande en gestion contrôlée et on a expliqué au tribunal qu'une gestion contrôlée dans ce cas précis faisait du sens. Pourquoi? Parce que cela permettait finalement de vendre l'immeuble avec les contrats de bail. C'est-à-dire qu'on pouvait trouver un acheteur en lui vendant non seulement un immeuble, mais tous les baux et les revenus qui allaient avec. Il faut savoir qu'en cas de faillite, si jamais la faillite est prononcée, généralement, les baux sont dénoncés soit par le curateur ou alors par les locataires, puisqu'ils savent que de toute façon la société est en faillite, donc les locataires vont vouloir partir. Donc ici, effectivement, il y avait un réel avantage à faire cette gestion contrôlée par rapport à une faillite, parce que ça permettait tout simplement de maintenir sur les lieux les locataires et de pouvoir vendre l'immeuble le plus cher. Donc c'est effectivement ce plan qui a été retenu. Ici, le plan était relativement simple, puisqu'on savait, il y avait des évaluations qui avaient été faites, donc on savait que ce bâtiment avait une certaine valeur, et pendant la gestion contrôlée, le propriétaire du bâtiment avait réussi à trouver plusieurs acheteurs, un compromis avait été signé. Donc voilà, donc c'est une procédure qui peut marcher, et je pense qu'en prenant un peu de précaution et en s'y prenant un peu à l'avance, peut-être qu'effectivement, ça peut être une alternative intéressante par rapport aux autres, et notamment à la prochaine qui va vous être exposée par Maître Vest, qui concerne le concordat préventif à la faillite. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Paolo, bonjour à tous à nouveau. Je crois qu'on est tous ravis de vous rencontrer. C'est vraiment fort dommage qu'on ne puisse pas réellement se rencontrer, mais je suis sûre qu'on aura l'occasion très vite de se voir. Donc pour ma part, je vais vous exposer le régime du concordat préventif de la faillite. Troisième instrument évoqué par Paolo à l'instant, qui est destiné à éviter la faillite de l'entreprise. On a toujours l'impression qu'à Luxembourg, procédure collective signifie mort de l'entreprise, mais vous devez savoir que d'autres instruments que la faillite existent dans la matière des procédures collectives et visent à maintenir la société en vie. Simplement, nous allons voir que cette procédure est soumise à des conditions qui sont quand même assez rigoureuses qu'il faudra respecter pour pouvoir prétendre à son bénéfice. Parce qu'effectivement,
Ce concordat préventif de faillite, qui est issu d'une loi de 1886, loi du 14 avril 1886, est perçu par le législateur comme une faveur, comme une mesure de protection, comme un instrument exceptionnel auquel va pouvoir prétendre certains débiteurs qui remplissent des conditions bien précises. Alors, je ne peux pas même vous dire que cette loi est la loi la plus ancienne dans le domaine des procédures collectives, puisque François vous exposera tout à l'heure le régime des faillites qui est intégré dans le Code de commerce et qui est issu d'une législation de 1870. Notez malgré tout que nous avons fêté il y a peu les 135 ans de cette loi concernant le concordat préventif de faillite. Et vous voyez que sa dernière modification date de 1934, donc de plus de 87 ans. Les termes sont ici très révélateurs du contenu de l'instrument. Concordat préventif de la faillite, concordat, c'est-à-dire un accord de volonté entre le débiteur, commerçant ou sa société, confronté à des difficultés financières, qui réussit à obtenir l'adhésion de ses créanciers, du moins de la majorité de ses créanciers, on va voir ses proportions, parce que ses créanciers décident de le suivre, décident de le maintenir en vie, mais cet accord est bien entendu conclu sous la supervision, sous le contrôle du tribunal, du début jusqu'à son terme. Donc, concordat préventif de faillite, il va s'agir pour le débiteur de convaincre ses créanciers qu'il peut survivre, qu'il a des solutions, et de convaincre aussi le juge que la société peut être maintenue en vie et peut survivre. Alors, en principe, ce concordat préventif de la faillite, qui vise donc à éviter la faillite, et vise au redressement de la situation de la société. Notez quand même qu'il existe une variante de ce concordat, c'est celui qu'on appelle concordat par abandon d'actifs, qui là vise à la réalisation des actifs de la société, donc à la vente des actifs, un peu à la manière de la faillite. Donc, une procédure qui vise à la réorganisation, au redressement, malgré tout, une procédure exceptionnelle, rare. En voici les raisons. Je vous propose d'axer ma présentation sous trois rubriques, trois parties successives. D'abord, les conditions du concordat. Ensuite, la procédure qui vise à obtenir ce concordat préventif de la faillite. Et finalement, troisièmement, la fin du concordat. Comment tout cela peut-il se terminer? Débutons par les conditions que doit satisfaire le débiteur pour pouvoir prétendre obtenir ce concordat préventif de la faillite. Je vous l'ai dit, ce concordat, on va garder ça en tête tout au long de mon exposé, ce concordat, c'est un accord entre le débiteur et ses créanciers sous le contrôle du tribunal. J'ai donc trois grands pôles, trois grands corps de protagonistes, et vous allez voir que chacun, en réalité, des conditions ressortent de chacun de ces protagonistes. Quant au débiteur, quel débiteur peut prétendre à cette procédure et quelles conditions doit-il satisfaire? D'abord, il doit s'agir d'un débiteur commerçant, un commerçant à titre individuel ou une société commerciale. Il doit s'agir, et là c'est quelque chose de beaucoup plus original, peut-être même quelque chose qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir, c'est un débiteur malheureux et de bonne foi qui peut seul prétendre au bénéfice de cette procédure. Alors malheureux, on n'a pas l'habitude que ces mots à connotation fortement morale s'immiscent comme ça dans le discours juridique. La bonne foi, certes, le tiers de bonne foi va être protégé. Il faut être de bonne foi lorsqu'on exécute un contrat. Mais qu'est-ce qu'un débiteur malheureux et de bonne foi? Alors, la loi ne nous donne aucune définition. Et là, quand on lit des décisions de jurisprudence, quand on lit les auteurs qui se sont intéressés à la question, se rend compte qu'un débiteur malheureux, c'est celui qui subit ces difficultés. C'est celui qui n'est pas responsable personnellement des difficultés qu'il rencontre. A contrario, à partir du moment où, par exemple, le débiteur aura poursuivi une activité qu'il sait déficitaire,
À partir du moment où le débiteur aura sollicité des emprunts auprès de sa banque alors qu'il savait ou qu'il devait savoir qu'il ne serait jamais en mesure de rembourser cet emprunt. À partir du moment, bien entendu, où il y aurait des infractions pénales, des délits intentionnels, des prélèvements injustifiés sur l'actif de la société, le débiteur ne sera plus considéré comme malheureux et de bonne foi. Cette condition n'est pas une condition théorique. Il y a des concordats, et notamment, même ces dernières années, il y a du moins un concordat, parce que je vous dirais que la procédure est quand même exceptionnelle, il y a un concordat qui a été refusé parce que le débiteur n'a pas été considéré comme malheureux et de bonne foi. Troisième condition, toujours relative au débiteur, il faut qu'il s'agisse d'un débiteur qui soit déjà en cessation des paiements. On dit que le débiteur doit être en état virtuel de faillite. Ça veut dire qu'il doit remplir les conditions qui seront évoquées par François tout à l'heure, être en cessation des paiements et voir son crédit ébranlé. Donc le débiteur peut être en faillite tout en sollicitant cette mesure qui va valoir aveu de faillite et sursis au prononcé de la faillite. Première condition relative au débiteur. Conditions relatives aux créanciers. Bien entendu, ces conditions, il faudra les analyser en amont, souvent avec votre avocat, pour voir si oui ou non elles peuvent être remplies. Un concordat, c'est un accord de volonté entre le débiteur et ses créanciers. Il va donc falloir obtenir l'adhésion des créanciers et donc la majorité de ceux-ci. La majorité de ceux-ci vont devoir accepter l'accord. Une double condition de majorité est posée par la loi. Il faudra d'abord que la majorité en nombre des créanciers soit réunie, mais il faudra aussi que cette majorité en nombre représente 3/4 du montant de toutes les créances. Donc, à voir si cet accord peut ou non être, à voir si ces conditions de majorité peuvent ou non être réunies. Attention ici, comme nous l'a dit Paolo pour la gestion contrôlée, certains créanciers sont exclus du processus. Certains créanciers sont considérés comme particulièrement dignes de protection et n'ont pas à accepter cet accord, à moins qu'ils ne le souhaitent. C'est notamment le cas pour les créanciers munis de sûreté réelle. Un créancier auquel le débiteur aurait consenti un gage ou une hypothèque sera hors concordat. Et donc forcément, si le débiteur a consenti de nombreuses sûretés réelles ou a consenti une sûreté réelle à son créancier majoritaire, le concordat perd tout intérêt puisque ce créancier va pouvoir continuer à exécuter sa sûreté et donc casser les propositions concordataires qui pourraient être faites par le débiteur. Autre chose à noter, tout comme Paolo l'a relevé tout à l'heure, ici aussi les créanciers publics sont hors concordat et donc des dettes d'impôt, des dettes sociales, tout ce qui relève par exemple du centre commun de sécurité sociale, ne pourront pas faire l'objet de l'accord dans le cadre du concordat. Troisième condition, troisième pôle, l'accord du tribunal. Il faut impérativement que l'accord soit homologué par le tribunal et nous verrons cette condition plus amplement lors de la procédure à laquelle je passe maintenant, procédure qui est organisée en plusieurs étapes. Première étape, qui peut solliciter le concordat? Le débiteur et seulement le débiteur. Vous voyez, c'est une mesure qui doit être sollicitée par lui, qui doit déposer une requête auprès du tribunal d'arrondissement, auprès du greffe du tribunal d'arrondissement. Des pièces sont obligatoirement à joindre à cette requête, et notamment un exposé de l'ensemble des événements qui ont pu conduire le débiteur à connaître la situation auquel il doit actuellement faire face, mais aussi toutes les mesures qui ont pu être prises par lui pour essayer de redresser la situation et qui ont échoué, et expliquer les raisons de cet échec. Il faut aussi, de manière très objective et très précise, parce que sinon des sanctions pourront tomber, notamment l'annulation du concordat, on verra ça également tout à l'heure. Il faudra aussi joindre, quant à l'actif, un état détaillé et estimatif de l'ensemble des biens du débiteur, et quant au passif, la liste de ses créanciers, connus ou prétendus, donc l'ensemble des dettes
qui sont dus par la société, par l'entreprise ou par le commerçant. Enfin, point non négligeable, il faut aussi, au sein de cette requête, présenter immédiatement au juge des propositions concordataires, c'est-à-dire des éléments qui seraient possibles pour les créanciers d'accepter dans le cadre de cet accord qui sera conclu avec eux. Ces propositions concordataires peuvent être diverses. Il peut s'agir par exemple de proposer un report du terme de dette. Il peut s'agir aussi d'essayer d'obtenir des remises partielles de dette des créanciers. Il peut aussi s'agir de présenter au juge le fait, et ensuite d'essayer d'obtenir l'adhésion des créanciers, du fait que le bail commercial, par exemple, qui est actuellement en vigueur, est trop onéreux et que le débiteur se propose de chercher d'autres locaux et de déplacer son siège social. Donc ici, diverses possibilités sont ouvertes qui devront être à même de convaincre les créanciers, mais aussi tout de suite de convaincre le juge. Comme pour la gestion contrôlée, attention, une consignation d'une certaine somme est exigée par le juge pour couvrir les frais de la procédure. Comme vous l'a dit Paolo, ce n'est pas possible de recourir à cette procédure s'il n'y a plus d'argent dans les caisses. D'expérience, c'est effectivement aussi ici la somme d'environ 50 000 € qui est sollicitée par les juges pour couvrir ces frais, notamment des frais d'expertise, des frais de convocation, des frais de publication dans les journaux dont je vais vous parler. Étape numéro 2, donc après dépôt de la requête auprès du tribunal, le tribunal va instruire la demande et immédiatement, il va se prononcer sur le point de savoir si oui ou non cette procédure exceptionnelle doit être poursuivie. Pour ce faire, le tribunal est une formation collégiale, il va désigner un juge unique, le juge délégué, qui va être chargé d'établir un rapport sur la situation financière, sur la situation globale du débiteur. Bien entendu, ce juge délégué se fera très souvent, quasiment systématiquement, assisté par des experts qui seront à même d'analyser la situation comptable de la société. Cette désignation du juge délégué entraîne immédiatement deux conséquences. D'abord, en faveur du débiteur, il va y avoir une sorte de sursis provisoire à tous les actes d'exécution, c'est-à-dire que les créanciers du débiteur ne seront plus à même d'exécuter par voie d'exécution forcée et de mener à bien certaines procédures contre le débiteur. Par contre, un peu symétriquement, le débiteur lui-même va être interdit de procéder à certains actes. Il va lui être notamment interdit d'aliéner sans l'autorisation du juge délégué. Interdit d'aliéner, ça veut dire il va lui être interdit de procéder à des paiements et il va, avant de pouvoir payer une quelconque somme, devoir obtenir l'autorisation du juge délégué. Après avoir entendu ce rapport, le tribunal va décider de poursuivre ou d'arrêter la procédure. S'il décide de ne pas poursuivre, n'oubliez pas, le débiteur qui a demandé cette procédure est en état virtuel de faillite, il remplit les conditions de la faillite. Et donc, si la décision est prise de ne pas poursuivre, une faillite pourra être ouverte d'office contre le débiteur. Ou bien le tribunal va décider de poursuivre la procédure et va convoquer les créanciers à une assemblée qui est, si tout se passe bien, la troisième étape de ma procédure, l'assemblée des créanciers. Alors vous pourriez également connaître cette procédure en tant que créancier et pas seulement en tant que débiteur et être convoqué à cette assemblée où il faudra être particulièrement vigilant sur le contenu du rapport du juge délégué qui sera fait sur l'état des affaires du débiteur pour bien comprendre la situation du débiteur et pour savoir si oui ou non vous avez envie de le suivre, si oui ou non vous lui faites suffisamment confiance. Si inversement vous êtes débiteur, là c'est maintenant qu'il faut convaincre et donner confiance encore à ces créanciers de continuer avec vous.
Les propositions concordataires pourront ici être affinées pour convaincre les créanciers qui seront ici appelés à voter en faveur du concordat ou en leur défaveur. C'est ici que les majorités évoquées tout à l'heure seront applicables. Bien entendu, un créancier qui aura voté contre pourra malgré tout être lié par le concordat du fait de la règle des majorités. C'est aussi lors de cette assemblée que les créanciers seront appelés à déclarer le montant de leur créance et donc à dire combien leur doit le débiteur. Toute une procédure ensuite pourra s'en suivre si ce montant est contesté par le débiteur. Et c'est donc ici que se jouera l'accord de volonté entre le débiteur et ses créanciers. C'est ici qu'on pourra obtenir cet accord de la majorité des créanciers qui représente 3/4 du montant total des créances. Malgré tout, même si cet accord est obtenu, il ne suffira pas. Nous arrivons à la 4e étape, qui est celle de l'homologation du concordat par le tribunal. Le tribunal va se réunir, une nouvelle audience va être prévue. Le juge délégué va présenter son rapport et le juge va être amené à statuer sur les éventuelles contestations des créanciers quant au montant de leurs créances, mais surtout sur l'homologation. C'est-à-dire, il va devoir se prononcer sur le point de savoir s'il rend ou non obligatoire ce concordat. Sachez que même si l'accord des créanciers est obtenu, il existe des situations, et la jurisprudence nous le montre, où le tribunal a refusé l'homologation, ou bien parce qu'il a estimé que finalement, le débiteur n'était pas malheureux ni de bonne foi. C'est notamment une décision assez récente, une des toutes dernières, la procédure s'est étalée entre 2010 et 2012, où le débiteur n'a pas, selon le tribunal, répondu avec suffisamment de précision aux questions que lui posaient les experts, et donc sa bonne foi et son caractère malheureux n'ont pas été retenus. Mais d'autres critères, d'autres conditions peuvent encore s'opposer à l'homologation, et notamment le tribunal pourrait estimer que l'homologation n'est pas conforme à l'intérêt de l'ensemble des créanciers, notamment si le concordat n'apporte rien en plus que la faillite, ou que l'homologation n'est pas conforme non plus à l'intérêt public. Cette homologation, si elle était obtenue, restons optimistes, opérera 2 conséquences importantes. D'abord, le débiteur ne connaîtra plus cette incapacité dont je vous ai parlé. Je vous ai dit tout à l'heure, attention, à partir de la nomination du juge délégué, le débiteur ne peut plus payer, ne peut plus s'engager sans l'accord du juge délégué. À partir de l'homologation, cette incapacité prendra fin. C'est tout un bénéfice par rapport à la faillite, mais aussi cette homologation arrêtera le cours de tous les intérêts. Pour terminer, parce que je sais que le délai qui m'est donné est déjà dépassé, pour terminer, comment prendra fin ce concordat? Alors, soit tout va bien, l'entreprise est redressée grâce aux propositions concordataires qui sont exécutées par le débiteur. Veuillez seulement noter qu'en cas de retour à meilleure fortune, les remises de dettes qui ont pu être octroyées par les créanciers tomberont et le débiteur devra payer l'intégralité de ses créances. Imaginons par contre que le débiteur ne parvienne pas à exécuter le concordat. L'inexécution sera sanctionnée par la résolution du concordat et l'éventuel prononcé de la faillite, puisque vous savez que le débiteur remplit les conditions de la faillite. Il existe aussi de possibles circonstances dans lesquelles le concordat pourrait être annulé, notamment si, par exemple, à un moment, on se rend compte que le débiteur a exagéré son actif ou a dissimulé des dettes qui prouveront encore une fois qu'il n'a pas été de bonne foi et ce qui pourra conduire à l'annulation du concordat. Je vous ai démontré combien obtenir cette procédure est quand même difficile malgré tout. Elle est possible, elle reste théoriquement possible. Sa possibilité devra être analysée avec les conseils de l'entreprise.
Et malgré cette connotation morale qu'il y a à plusieurs moments dans la procédure, elle reste malgré tout un outil du droit positif, même si le projet de réforme dont vous parlera François tout à l'heure vise à le remplacer par d'autres instruments. Merci beaucoup de votre attention et je passe maintenant la parole à Jacques. Merci. Je prends le relais et j'essayerai d'être, disons, plus concis dans ma présentation pour donc garder le temps qui m'est imparti. Si donc Paolo et Armel vous ont parlé de la disons des procédures de protection qui impliquent le juge, moi je vais vous parler donc d'un aspect dans lequel vous pouvez décider seul et le juge ne sera pas impliqué. Bien, donc la dissolution volontaire. En introduction, je voulais vous dire que toute société qui est régie par le droit luxembourgeois peut à tout moment être dissoute par la décision de ses associés. C'est assez important de savoir parce que la théorie moderne dit qu'une société, elle a sa propre vie, mais donc il y a quand même encore les associés qui peuvent décider de la survie ou non de la société. Pour ce qui est de la terminologie, je ne ferai pas de différence entre ce que j'appelle moi la dissolution volontaire et ce qu'on appelle également liquidation volontaire. Ce sont donc des termes qui peuvent être interchangés. Dans les dissolutions volontaires, vous avez deux modalités. L'une, c'est la dissolution ordinaire d'une société, et puis l'autre, c'est une dissolution simplifiée. Je vous en parlerai juste dans un slide. Donc, pour ce qui est de la dissolution volontaire, je vous donne deux généralités qui sont bonnes pour toutes les assemblées générales dont je vais vous parler. D'abord, la procédure ordinaire, elle prend 3 assemblées qui vont donc se succéder pour cette liquidation. Et donc la première, elle sera toujours obligatoirement devant notaire. Et ensuite, dans toutes ces assemblées générales, les associés pourront être présents ou représentés, je ne le précise pas plus tard, dans mes autres exposés. La première assemblée générale, elle est évidemment convoquée par donc le conseil d'administration ou le gérant ou le conseil de gérance, donc celui qui dirige la société. Et alors, donc, la loi, elle prévoit des quorums et des majorités nécessaires. Un quorum, pour ceux qui ne sont pas juristes, c'est donc le minimum de personnes qui doivent être présents ou représentées pour qu'une assemblée puisse décider valablement. Donc, combien de personnes doivent être présentes pour qu'on puisse prendre des décisions? Et ensuite, les majorités sont donc, c'est le nombre de personnes ou de votes qui doivent être en faveur d'une décision pour qu'elle soit considérée comme étant adoptée. Donc, la loi prévoit des quorums et des majorités. Les statuts peuvent être plus stricts dans les deux cas. Donc, on a d'abord la première assemblée générale et pour les sociétés anonymes, le quorum, il sera de la moitié du capital social. Donc, il faudra que la moitié du capital social soit présent à la première assemblée générale. Si on ne réussit pas à réunir suffisamment de parts sociales, alors on peut convoquer une deuxième assemblée générale avec exactement le même ordre du jour, et cette deuxième assemblée générale pourra donc décider sans qu'il y ait une condition de quorum. Donc si vous avez des associés qui veulent boycotter la décision, eh bien ce sera possible pour la première assemblée générale, mais si une deuxième assemblée générale est convoquée, là ils devront être présents. La résolution de dissoudre, elle est prise à la majorité des 2/3 des voix qui sont valablement exprimées, donc dans les sociétés anonymes. Pour les SARL, le quorum est de la moitié des associés qui doivent être présents et donc la résolution est prise aux 3/4 du capital social. Et ici, je vous fais remarquer que la désignation du liquidateur, sa mission, sa rémunération, etc., ce sont des décisions qui sont prises à la majorité simple. Donc, il n'y a que la décision initiale qui a besoin d'être soutenue par les associés aux majorités qualifiées.
Je vous fais juste remarquer qu'il y a un paragraphe ou un article particulier dans la loi sur les sociétés commerciales qui dit que si donc les pertes sont telles que l'actif net de la société est en dessous de la moitié du capital social, alors le conseil d'administration doit faire un rapport et il doit convoquer une assemblée générale pour délibérer sur la liquidation. Alors il va devoir demander aux associés si on continue de travailler avec cette société ou s'il est mieux de la liquider. Voilà. Donc, lors de la première assemblée générale, c'est assez simple. Les associés décident donc à la majorité qualifiée de dissoudre la société et d'ouvrir la liquidation, ainsi que de nommer un ou plusieurs liquidateurs, de déterminer leur mission et leur pouvoir, et donc également éventuellement leur rémunération. Donc tout ça, c'est décidé en première assemblée générale. Pour être liquidateur, il n'y a pas de condition de citoyenneté, de résidence ou de qualification qui soit particulière. Vous voyez dans le registre de commerce des liquidateurs qui sont nommés, qui sont des sociétés offshore ou autres. Donc le liquidateur peut donc être une personne physique ou une personne morale, donc une société. Et si elle est une personne morale, alors il faut nommer une personne physique qui représente donc ce liquidateur. Le nom du liquidateur sera publié avec la décision de passer en liquidation, sera publié et chaque fois qu'on change de liquidateur, eh bien, il y aura une nouvelle publication. Et ça, c'est assez évident, ça s'impose si on sait ce que sont les pouvoirs du liquidateur. Donc, au prochain slide, à partir de la liquidation, le liquidateur représente seul la société. Donc, c'est lui qui va diriger la société, qui va faire toutes les opérations. Il sera donc en charge de ce bateau. Le conseil d'administration, les gérants sont dessaisis de tous leurs droits. Maintenant, il faudra au liquidateur, et je vous expliquerai pourquoi, au début de sa mission, il lui faudra un inventaire et un bilan d'ouverture de la liquidation. Alors, ou bien le conseil d'administration, les gérants ont préparé cela en vue de la décision de liquider, donc pour amener ça en assemblée générale, ou alors c'est la première chose que le liquidateur va faire, c'est qu'il va faire un inventaire et un bilan pour connaître l'actif et le passif de la société. Alors la mission du liquidateur est la première, c'est la réalisation de l'actif. Donc, il doit recouvrer, comme disent les juristes, il doit donc encaisser les sommes qui sont dues à la société et il doit réaliser, c'est-à-dire il vend l'actif, il commence à vendre l'actif pour faire l'argent, pour transposer donc tout ce qui est actif en argent. Dans ce cadre, il peut intenter toutes les actions. C'est lui aussi qui va décider sur les procès qui sont en cours. Il pourra transiger, par exemple, aussi. Il peut recevoir tous les paiements, il peut vendre toutes les valeurs mobilières de la société. Par contre, donc, s'il y a plusieurs activités qu'il ne peut pas faire sans une autorisation spéciale de l'Assemblée générale, donc une mission qui doit être spéciale. Par exemple, s'il doit continuer l'activité de la société pendant un moment, ou alors s'il doit contracter des emprunts, consentir des hypothèques, ou alors vendre des immeubles. Pour les trois premiers points, c'est évident parce que donc, le liquidateur il va alourdir les charges de la société et donc réduire le résultat d'une liquidation, et il est évident que les associés doivent être d'accord. Oui. Bien. Après donc avoir réalisé l'actif, et donc c'est le prochain slide, il apure le passif, c'est-à-dire qu'il paye les dettes de la société. Et pour cela, il ne peut pas faire comme il l'entend. Il doit d'abord respecter le privilège des différentes créances. Il y a des créances qui valent plus que d'autres. Par exemple, les salaires sont protégés par la loi, les impôts, les charges sociales, les hypothèques. Le liquidateur va devoir prévoir de rembourser d'abord les créanciers privilégiés. Et ensuite, pour les créances de même ordre,
il va devoir respecter l'égalité des créanciers, c'est-à-dire il doit veiller à ce que tous soient désintéressés de la même façon. Et là-dedans, il va ne va pas faire de distinction entre les créances qui sont exigibles ou non exigibles, puisqu'à la fin du parcours, il va devoir avoir remboursé tout. Et alors, maintenant vient l'importance de l'inventaire et de la situation de la société, parce que si la société n'a pas assez d'actifs pour couvrir le passif, et si le liquidateur ne trouve pas une solution alternative pour couvrir ses dettes, eh bien, il va devoir faire l'aveu de la faillite. Et donc, il ne peut pas se substituer à un curateur parce qu'il dirait ben, « je fais la même chose ». Non, il va devoir mettre la société sous le contrôle du tribunal et la faillite dont François va vous parler. Après, on parle aussi souvent du boni de liquidation, c'est-à-dire qu'une société qui est peut-être encore dans un état assez bon peut, à la fin du parcours, garder de l'argent qui serait distribué aux associés. Eh bien, le liquidateur pourrait décider, s'il est certain d'avoir assez d'argent, il pourrait décider de procéder à des distributions anticipées d'un boni de liquidation, mais alors il devra surtout veiller à garder suffisamment d'argent pour couvrir toutes les créances et nous verrons maintenant quels sont les récifs qu'il va devoir contourner. Le liquidateur doit provisionner même les dettes qui ne seraient pas encore liquides. Par exemple, s'il y a un litige en cours, il ne sait pas si la société va être condamnée. S'il n'arrive pas à arranger ce litige, eh bien, il va devoir mettre de côté de l'argent pour couvrir donc cette créance potentielle. Et ce qui est pour les sociétés de construction, et il y en a certains qui écoutent, un peu plus difficile encore, c'est qu'il y a une jurisprudence assez nouvelle qui a dit que le liquidateur d'une société de construction qui doit des garanties décennales doit faire des provisions, même pour des garanties décennales qui ne se seraient pas encore avérées. Donc, il doit prévoir qu'il est possible qu'il y ait éventuellement des dettes futures. Évidemment, le liquidateur doit aussi veiller à être certain qu'il garde suffisamment d'argent pour payer des impôts qui sont éventuellement dus en raison de la réalisation de l'actif. Bien. Prochain slide, merci. Le liquidateur doit tous les ans, si ça dure plus longtemps, il doit tous les ans donc convoquer une assemblée générale. Alors il fera donc le rapport de sa mission et il devra aussi expliquer pourquoi la liquidation n'a pas encore pu être terminée. Des bilans sont votés et pour les sociétés anonymes, ces bilans doivent être publiés. On parle beaucoup de la responsabilité du liquidateur. Je vous ai cité le texte de loi pour que vous puissiez voir qu'il est quand même assez spécifique. Maintenant, ça ne veut pas dire que le liquidateur doit payer les dettes de la société s'il n'y a pas assez d'argent. Il faut que, pour qu'il soit responsable, il faut qu'il ait fait des fautes ou des imprudences dans le cadre de sa mission. Maintenant, pour le liquidateur, le plus grand risque, à mon avis, il réside dans la détermination, dans la décision des sommes qu'il doit mettre de côté, donc des provisions qu'il doit faire pour les risques futurs. S'il a distribué trop d'argent et que plus tard, il y a un créancier qui n'est pas désintéressé, il pourrait être considéré comme responsable. Bien. Lorsque le liquidateur a terminé sa mission, il convoque une assemblée générale et il fait un rapport avec tous les comptes et tout ce qu'il a présenté dans cette assemblée générale. Il n'y a pas besoin d'avoir un notaire. Les résolutions sur cette assemblée générale sont approuvées à la majorité simple. Et que font les associés? Ils nomment ce qu'on appelle un commissaire à la liquidation. Et alors, la mission de ce commissaire, c'est de vérifier les rapports et les comptes que le liquidateur a faits. Il ne faut pour ce commissaire aucune condition de qualification, de résidence ou de citoyenneté, mais au moins, il faut que le commissaire soit suffisamment qualifié pour comprendre les documents que le liquidateur présente. Pourquoi? Parce qu'il en fera rapport dans une
troisième assemblée générale, qui sera celle dans laquelle on va clôturer la liquidation. Il faudra alors que le commissaire puisse confirmer aux associés que le liquidateur a fait son travail comme il faut pour qu'on puisse lui donner une décharge. Cette troisième assemblée générale, elle sera publiée et donc elle arrêtera la fin de la société. Et pour cela, il est donc nécessaire aussi de publier l'endroit où il y aura les archives de la société et également les mesures qui sont prises pour mettre de côté des sommes d'argent pour des créances futures. Donc la société, comme j'ai dit, elle cesse d'exister, sauf que les juristes, ils ont une fiction et ils disent que la société, elle survit passivement pendant 5 ans. Cela veut dire qu'elle ne peut plus agir, mais elle peut donc être sollicitée par des créanciers qui viennent plus tard pour demander à être payés de créances qui sont nouvellement nées. Et c'est exactement ce qu'il y a eu dans le dossier sur la garantie décennale, puisque là, la garantie décennale s'est avérée après la clôture de la liquidation, et donc le créancier est venu dans les 5 ans pour dire, eh bien maintenant, je veux être payé des sommes qui me sont dues. La dissolution simplifiée, je ferai vite. Donc, lorsque toutes les parts sociales sont entre les mains d'un seul associé, alors cet associé peut, devant notaire, prendre une décision de liquidation et donc prendre à sa charge l'actif et le passif de la société. Et donc, il n'y aura pas de liquidation puisque cette société, son actif et passif, vont être absorbés dans la société qui est le seul actionnaire. Et donc, il y aura une prise en charge de tout cela. Donc, c'est beaucoup plus simple. Je ne serais pas médiateur si je ne vous parlais pas du facteur humain dans une dissolution volontaire. Vous avez vu que la procédure, elle est très simple, contrairement à ce qu'Armel et François et Paolo vous ont présenté. Par contre, le facteur humain est quand même assez important. Surtout dans les entreprises familiales, une dissolution d'une société est très difficile à prendre. C'est une décision qui est très difficile à prendre. La société a fait partie de la famille et lui donner le coup de grâce est quand même pour beaucoup très difficile. Ensuite, vous avez probablement eu une période de perte, donc une période de gestion difficile, et ça peut avoir exaspéré les relations entre les associés. Et plus tard, pendant la liquidation, il faudra que les associés puissent se concerter et avoir une suffisamment bonne entente pour prendre des décisions. Un autre volet de facteur humain, c'est donc la complexité du processus. Donc, il n'est pas complexe juridiquement, mais vous avez quand même autant de conseils qui interviennent, une fiduciaire, un fiscaliste et éventuellement des avocats, d'associés, parce que les associés ne sont plus d'accord, etc. Il faudra avoir un liquidateur qu'on va devoir trouver, on va devoir coordonner tout ça. Lorsque on arrête une activité, on a éventuellement des licenciements collectifs à gérer. Lorsque vous avez une société qui est soumise au commodo, vous avez une cessation d'activité à organiser. Et donc tout ça, faites intervenir des administrations, la presse, si votre société est disons, bien établie à Luxembourg, la presse, les syndicats pourraient s'intéresser à votre dissolution. Et il faut coordonner tout ça. Donc, je vous recommande, malgré que ce soit donc juridiquement assez facile à organiser pour une liquidation volontaire, de trouver une personne qui ait de l'expérience et qui puisse gérer un tel processus de A à Z. Moi, j'ai appelé ça maintenant Legal Process Management pour faire moderne, mais je crois que vous faire accompagner par une personne expérimentée est quand même un atout important. Merci, et c'est à François. Voilà, bonjour à tous. Je vais entrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, on vous a parlé finalement de régime préventif, de sursis, de gestion contrôlée. Malheureusement, si tout ça n'est pas possible ou n'aboutit pas, votre entreprise risque d'être confrontée donc à se poser la question de savoir si elle doit faire aveu de faillite, respectivement, si elle ne va pas être
poursuivi et assigné en faillite par un de ses créanciers. Comme le disait Armel, la loi sur les faillites date de 1870. Il y a un projet de loi pour la réformer qui a été déposé en 2013 et qui est toujours en discussion au Parlement ici à Luxembourg et qui malheureusement s'éternise un peu trop parce que je pense que les acteurs économiques ont besoin d'outils modernes et efficaces et ces anciens outils ne sont plus du tout adaptés. Alors, comme on l'a dit aussi, pour une faillite, il faut être commerçant, il faut être en cessation de paiement et il faut être en ébranlement de crédit. La cessation de paiement, on comprend plus ou moins ce que ça recoupe, donc c'est qu'on est dans l'impossibilité de faire face à ses créances courantes, que ce soit des créanciers publics, sécurité sociale, impôts et autres, ou des fournisseurs ou des salariés par exemple. Alors cette cessation de paiement, elle ne doit pas être passagère, elle doit être quand même relativement bien établie et on doit pouvoir se dire que oui, c'est quelque chose qui risque de durer si on ne trouve pas des solutions très rapides. Et la troisième condition, c'est ce qu'on appelle l'ébranlement du crédit. L'ébranlement du crédit, ça semble aussi assez limpide, eh bien, c'est que non seulement la banque avec laquelle vous travaillez ne vous octroie plus de facilité de paiement ou de crédit de caisse supplémentaire, hein, vous arrivez au plafond de votre crédit de caisse par exemple et vous n'arrivez pas à le dépasser, la banque refuse ou demande des garanties supplémentaires que vous n'avez pas à disposition. Respectivement, les associés ou les actionnaires de la société ne souhaitent plus mettre la main au portefeuille pour apporter des liquidités nouvelles pour permettre un ballon d'oxygène à l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment la notion d'ébranlement de crédit. Alors, vous êtes confronté à la faillite, soit vous faites aveu. Cette faillite aussi, il faut savoir que la législation est une législation qu'on dit d'ordre public. Elle est très importante parce qu'elle protège des intérêts économiques importants au sein du pays. Et elle a une utilité dans le sens qu'elle va viser à liquider proprement et dans le respect des droits des créanciers, mais aussi du failli, la société ou le commerce dont il est question. Alors, quels sont les effets très importants de la faillite? Il y a un premier effet dont on a parlé déjà tout à l'heure à propos d'autres régimes, qui est ce qu'on appelle le dessaisissement. Donc, la société, le commerçant ou le conseil d'administration ou les gérants de la société vont être dessaisis à partir du prononcé de la faillite du droit de gérer les affaires de la société ou du commerce. Ça va être donc le curateur qui va être nommé par le tribunal qui va s'en occuper. Je fais une petite parenthèse ici aussi, je parle vraiment de la faillite qui est issue, qui est intégrée dans le code de commerce, mais pas du tout des régimes d'insolvabilité qui sont liés au secteur financier, qui sont assez distincts et qui sont beaucoup plus modernes. Alors, un autre effet de la faillite aussi, c'est ce qu'on appelle un concours entre les créanciers. D'ailleurs, en Allemagne, le droit de la faillite, on appelle ça Konkursrecht, comme son nom l'indique. Alors, qu'est-ce qu'un concours? Le concours, il s'ouvre en fait à partir du moment où il y a une publication du jugement de faillite et où il y a prononcé du jugement de faillite. Il y a une publication à la fois dans deux journaux, le Wort et le Tageblatt actuellement, mais également au registre de commerce. Eh bien, cette publication va obliger finalement tous les créanciers à déclarer leurs créances et à respecter la législation sur les faillites. Il ne sera pas question de bricolage ou quoi que ce soit, et donc vous avez cette notion de concours qui va aussi mettre tous les créanciers dans ce qu'on appelle une masse. Donc fictivement, on va les rassembler dans une boule où ils vont tous se retrouver et où ils auront des droits parfois différents, mais ils auront une procédure à respecter qui sera commune. Alors, on peut parler des effets positifs ou négatifs de la faillite. Vous savez peut-être qu'aux États-Unis, on parle du Chapter 11 de la loi sur les faillites américaines. Eh bien, les sociétés américaines, quand elles font une demande de mise sous protection du Chapter 11, elles visent vraiment à être protégées contre tous les agissements de leurs créanciers qui peuvent essayer de leur envoyer les huissiers, de saisir, etc., leurs actifs. Donc cette notion de dessaisissement, finalement, est une notion de protection, mais également, elle vise, dans le cadre du concours, à protéger contre les agissements des créanciers. Il faut savoir aussi, effet positif, que certains curateurs peuvent être autorisés par le tribunal à poursuivre l'activité de la société s'il s'avère, par exemple, qu'il y a des commandes importantes en cours et qu'il faut maintenant un petit peu d'activité derrière pour pouvoir les terminer et encaisser évidemment des liquidités dans l'entreprise. Donc il y a toute une mise en balance qui est faite à ce moment-là entre le curateur, le gérant de la société ou le conseil d'administration et le tribunal et le juge commissaire. Alors, donc j'ai parlé des obligations de déclarer les créances, c'est très important aussi parce que les créanciers ne pourront pas faire n'importe quoi, ils devront respecter cette procédure. D'autres notions aussi dont je voulais vous parler dans la faillite, c'est ce qu'on appelle la période suspecte.
La période suspecte, c'est une période où le Code de commerce nous dit le tribunal, quand il prononce une faillite, il a la possibilité de créer ce qu'on appelle une période suspecte, de déclarer une période qui est suspecte, et cette période va être une période antérieure au prononcé de la faillite. Le Code vous dit elle peut être de 6 mois maximum. Or, en pratique, il faut savoir que le tribunal de commerce de Luxembourg va considérer que systématiquement, il va fixer une période de 6 mois comme étant suspecte. Cette période est considérée comme suspecte parce qu'on va dire, dans l'esprit du législateur de l'époque, que, évidemment, se sentant finalement en difficulté financière, le dirigeant, le commerçant a peut-être commis des actes qui sont anormaux pendant cette période-là, et donc ces actes vont être scrutés et épluchés à la loupe par le curateur, qui pourra soit constater leur effet nul, leur nullité, parce qu'ils sont trop graves et ils sont trop préjudiciables à l'entreprise, au commerce et aux créanciers, soit qui pourra demander à ce moment-là la nullité. Alors, quels sont un exemple typique d'acte suspect? Eh bien, c'est par exemple, vous allez vendre un véhicule qui appartient à l'entreprise à un dirigeant, à un membre de la famille pour un prix dérisoire par rapport à sa valeur réelle sur le marché, et donc vous appauvrissez finalement l'entreprise d'un de ses actifs. Alors, il faut savoir que la faillite aussi, le Code de commerce prévoit que les personnes qui constatent qu'elles sont en cessation de paiement et en ébranlement de crédit et qui sont commerçants, ils ont normalement 1 mois pour faire aveu de faillite, sous peine de sanctions. Alors, quelles sont les sanctions? Les sanctions, c'est la sanction de banqueroute simple, qui est une sanction pénale. Vous avez un risque d'extension de la faillite à la personne du dirigeant de l'entreprise ou du commerçant, parce qu'on considère qu'il a continué à soutenir à bout de bras une activité qui était déficitaire, et donc finalement, il creuse le trou au lieu de faire ce qu'il faut pour arrêter l'hémorragie. Vous avez également des risques vis-à-vis des administrations fiscales, notamment par exemple pour les impôts sur les salaires, où l'administration peut réclamer, enfin, peut vous envoyer, vous, à titre de dirigeant, donc que ce soit gérant, administrateur ou commerçant non personnel, ce qu'on appelle un bulletin d'appel en garantie, où elle va vous réclamer à titre personnel les impôts sur les salaires qui auraient dû être payés précédemment par l'entreprise ou par la société. Donc, ce sont des risques qui sont quand même très substantiels. Vous avez encore un autre risque qui est ce qu'on appelle l'interdiction professionnelle. Le parquet de Luxembourg, il faut savoir que chaque curateur, dans l'exécution de sa mission de curateur, il doit à un moment donné déposer un rapport qui va être transmis au parquet économique, et le procureur et ses services peuvent tout à fait demander, dans certaines conditions, à ce qu'une interdiction d'exercer des activités commerciales ou des mandats d'administrateur, etc., soit prononcée contre une personne qui a concouru finalement à la situation de faillite existante. Alors, je vous parle quelques éléments de procédure rapidement parce que je ne veux pas non plus vous farcir la tête, il est déjà tard et vous avez, j'espère, vous êtes restés concentrés jusqu'ici. L'aveu de faillite, ce qui est quand même assez significatif et assez fréquent, nécessite donc de remplir quelques formulaires qui sont disponibles sur Internet, sur guichet.lu ou même sur le site des juridictions luxembourgeoises. Ces formulaires vont être remplis et ils devront être accompagnés évidemment d'un petit dossier. Le dossier devra comprendre évidemment l'ensemble des créanciers, le montant de leurs créances, le nom et les prénoms, les adresses des salariés, le montant de leurs créances, le cas échéant, les dernières fiches de salaire, les contrats de travail. Il faudra peut-être lister également un inventaire des actifs de l'entreprise et des contrats principaux dans lesquels elle est engagée, par exemple un contrat de bail avec une entreprise qui loue les installations ou les hangars, les contrats de leasing, les contrats par exemple de location de matériel informatique ou bureautique par exemple. Donc tout ce petit dossier doit être bien préparé. Vous aurez évidemment à cœur de joindre au dossier une situation comptable à jour. Et là aussi, nous vous recommandons très vivement de faire très attention, de ne pas finalement baisser les bras au niveau de l'établissement d'une comptabilité à jour régulière, parce que si à un moment donné, vous constatez que vous allez tomber dans le ravin, dans le précipice, eh bien vous devrez pouvoir fournir une situation comptable à jour. Et si vous ne respectez pas la législation comptable, vous risquez aussi d'être condamné pour banqueroute parce que le défaut de comptabilité est une infraction pénale également au Grand-Duché. 2 mots sur les droits des salariés. Les salariés, eux, au niveau du Code du travail, il est prévu que la faillite met fin automatiquement au contrat de travail. Donc, problème résolu, vous ne devriez pas les licencier comme tels, mais évidemment, il faudra faire attention à votre communication pour éviter les débordements, les engueulades et peut-être les drames aussi qui peuvent se passer.
Le Code du travail aussi et prévoit, notamment avec la législation sur ce qu'on appelle le super privilège des salariés, certaines garanties de créances salariales qui peuvent être prises en charge par le Fonds pour l'emploi. Voilà quelques éléments essentiels dont je voulais vous parler. Donc, nous vous recommandons vraiment d'être attentif à la conduite de vos affaires, d'éviter de faire des bêtises avec des actes anormaux préjudiciables à votre entreprise, de bien surveiller votre situation comptable et de réagir finalement assez rapidement pour pouvoir soit tout de suite contacter vos créanciers, essayer de négocier des délais de paiement ou autre, soit discuter avec votre banque pour trouver des solutions ou même voilà, essayer de trouver des modes de financement ou une réorganisation et peut-être entrer dans une gestion contrôlée ou dans un sursis de paiement si c'est possible. Un dernier mot sur la réforme en cours, donc, qui est en route depuis 2013. Le système luxembourgeois maintenant du projet de loi en question vise à calquer la loi luxembourgeoise sur ce qu'on appelle la loi sur la continuité des entreprises qui a été adoptée en Belgique et qui vise à créer une certaine période de sursis, par exemple de 6 mois, pendant laquelle toutes les solutions envisageables vont être possibles entre le tribunal, la société en difficulté et le délégué finalement du tribunal pour apprécier la situation. Et si on ne trouve pas de solution, eh bien on va alors tomber dans une situation de faillite classique. Mais si des solutions sont trouvées, on va essayer de mettre en œuvre ces solutions pour sauver l'entreprise et poursuivre ses activités. Donc vous voyez que l'idée derrière, c'est vraiment de préserver le tissu économique aussi. Voilà, je crois qu'on a déjà dépassé le timing, qu'on avait prévu une demi-heure a priori pour les questions-réponses. Je vais céder la parole à Monsieur Cabos et nous restons évidemment disponibles pour toutes vos questions. Merci à vous. Merci à vous quatre. Effectivement, c'est compliqué, les procédures, et donc ça prend du temps, mais vous avez fait votre maximum. C'était vraiment, tout était très clair. Effectivement, là, sur le projet de loi sur la préservation des entreprises et la modernisation du droit de la faillite, la Chambre des métiers a essayé de faire avancer le dossier, mais il y a eu des amendements qui sont pas top, on va dire, qui donnent pas une réelle deuxième chance. Mais quoi qu'il en soit, on attend tous quand même une réforme du droit de la faillite qui soit un peu plus humaine et surtout d'avoir une possibilité de réorganiser plus facilement hein, les entreprises. Maintenant, alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, j'ai souvent une question, et puis je crois qu'il y a déjà une question, mais une question, c'est souvent un gérant qui se retrouve, j'ai des gérants qui m'appellent, des gérants donc de SARL, qui sont souvent gérants techniques et qui sentent que la situation de la société leur échappe et qui, bon, ils veulent donc soit évidemment démissionner de leur mandat de gérant parce que voilà, ils sentent qu'ils ont perdu le contrôle de la gestion de la société. Et la question est de savoir est-ce qu'ils peuvent déposer faillite. Donc il faut d'abord relire les statuts, voir s'ils ont la possibilité, est-ce qu'ils sont associés déjà, et est-ce qu'ils peuvent représenter la société. Est-ce que vous avez une expérience? Je sais pas. Oui, ben, je vais intervenir puisque j'ai quand même une expérience de curateur de faillite pendant une quinzaine d'années. Dans ce cas de figure, il faut savoir que la décision de finalement mettre la société en faillite, c'est une décision aussi qui émane des associés et des actionnaires potentiellement. Donc il faut provoquer une assemblée des associés. Le cas les plus graves, ce sont les cas où on est à 50-50 et où finalement on n'est pas d'accord et où à un moment donné la situation dérape et il faut pouvoir prendre une décision. J'ai déjà vu des cas où il y avait un désaccord et finalement il y a quand même un des gérants qui prend rendez-vous avec le greffe du tribunal de commerce et qui va discuter avec un greffier, et avec peut-être son conseil et essayer de discuter aussi avec un des juges là-bas pour voir trouver des solutions parce qu'on ne peut pas maintenir un bout de bras indéfiniment une entreprise. Donc, et la problématique des gérants techniques, c'est qu'en plus ils portent souvent l'autorisation d'établissement sur leurs épaules et la faillite va annuler automatiquement leur autorisation d'établissement. Et pour en avoir une nouvelle, ça peut être compliqué, notamment à cause du rapport du curateur de faillite. Donc, très compliqué. Je vois qu'il y avait une question aussi, quelqu'un qui avait un souci avec le pré-Covid et tout ça, les remboursements. Oui, donc une dette envers l'État, alors, a priori. Voilà, oui, mais je n'ai pas de solution comme ça, toute faite ni magique à proposer. Et ça, tout dépend évidemment de la situation.
Moi, je dirais que le meilleur conseil qu'on a souvent, c'est d'aller voir la banque et de discuter avec elle et d'essayer de voir avec la banque si on peut soit rééchelonner ou étaler d'une autre manière et en tout cas faire le point sur sa situation active et passive de manière très concrète, hein, et sur les perspectives des prochains mois qui vont arriver. Voilà. Notre équipe est évidemment disponible pour accompagner et assurer un suivi de duo binaire à tout moment. Oui, parce que les discussions des fois avec les banquiers sont compliquées. Donc là, ça se prépare, l'entrevue avec le banquier et avoir des propositions concrètes à lui soumettre, c'est ça? C'est la meilleure idée, hein, c'est voilà, de réfléchir. Alors, mais, dans le premier confinement, moi, j'ai dû assister à une entreprise qui vraiment a vu qu'elle n'arrivait pas à s'en sortir, qui malheureusement avait tablé sur l'année 2020 pour se relancer et reprendre une belle activité. Euh, Souvent, et c'est la problématique qu'on a comme indépendant, c'est qu'on a la tête dans le guidon, hein, dans les affaires, on a du mal à prendre du recul. Et donc, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à se faire conseiller par des personnes qui vont avoir un œil extérieur et qui parfois aussi ont une certaine expérience, ont de l'imagination pour trouver des solutions alternatives auxquelles on ne pense pas forcément parce qu'on est trop dans l'opérationnel et dans le stress ou dans la gestion quotidienne, hein. Peut-être que Jacques a un commentaire aussi à faire là-dessus. J'aurais peut-être un commentaire par rapport à la première question qui est celle d'un gérant qui ne peut pas se mettre d'accord avec les associés sur le devenir de la société. Je pense que là, effectivement, on peut faire, ne serait-ce que pour l'une ou l'autre séance, une médiation parce que c'est quand même une décision très importante qui est importante pour les associés, mais qui est aussi importante, comme François l'a dit, pour le gérant. Hein, il a quand même sa tête dans le nœud, hein. Voilà. Oui, donc la médiation, donc faire appel à un médiateur. Il y a plusieurs types de médiation. Il y a le CMCC, mais il y a d'autres médiations. Un avocat, c'est pas toujours impossible. Il faut y aller, hein. C'est souvent, moi j'ai des personnes qui disent oui, mais un avocat, ça me coûtait encore des sommes extraordinaires. Il y a quand même il y a quand même des règles. On peut savoir où on va. Oui, bah, disons, je crois que vous n'allez jamais demander à un avocat, ni d'ailleurs à quelqu'un d'autre, de travailler sans lui avoir demandé ce que ça va vous coûter. Et vous pourrez donc toujours, et je crois que c'est recommandable, et chez nous on le fait, en première réunion aussi discuter des coûts. Je voulais, par exemple, pour un exemple où l'approche de médiation peut aider, l'année dernière, donc il y a 1 an et demi, j'avais une famille qui m'a approché, qui a une société d'exploitation qui était déficitaire depuis un moment. Mais le problème, c'est que les associés ne pouvaient pas se mettre d'accord pour arrêter parce que justement, c'était une entreprise familiale qui portait leur nom et ils ne voulaient pas se voir traîner dans les journaux. Donc, mon travail était celui déjà de mettre ensemble les associés pour pouvoir prendre des décisions sur la liquidation, sur le liquidateur, etc. Donc, il y a tout un accompagnement qu'on peut avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la conclusion de ma présentation. Oui. Je vois qu'il y a une question, Gilles, sur la faillite d'un locataire. Où on prévoit, donc le curateur met fin au contrat de bail, cependant si le contrat était à durée déterminée, le reste des mois reste dû. Est-ce que le propriétaire est privilégié et pourra espérer obtenir le paiement? Traditionnellement, le bailleur, hein, le propriétaire, a ce qu'on appelle un privilège sur les meubles, meublant les locaux qui sont pris en location. C'est un privilège qui est malheureusement qui n'est pas plus fort que le privilège du fisc ou des salariés. Et donc évidemment, le fisc et les salariés vont avoir un privilège général sur meubles et immeubles, et ils vont passer en premier. Et si, en réalisant, finalement, en vendant tout ce mobilier, il reste de l'argent après avoir payé les dettes privilégiées, super privilégiées du fisc et des salariés, le bailleur aura une chance de récupérer une partie de sa créance ou peut-être toute sa créance. Tout dépendrait évidemment de la qualité des actifs qu'on a pu réaliser et de l'argent qu'on peut récupérer dans le dossier. Le gros problème des curateurs aussi, c'est qu'ils sont confrontés, ils sont entre le marteau et l'enclume, hein. Ils sont confrontés au bailleur qui attend ses sous, ils sont confrontés au locataire qui, lui, est en grande difficulté financière. Il doit éviter de creuser le trou en restant dans les locaux
parce qu'évidemment, le bailleur a droit à une indemnité d'occupation qui est quasiment équivalente au loyer, on va dire, en principe. Et donc, son premier réflexe, ça va être de mettre fin au contrat de bail et de faire tout en œuvre, de mettre tout en œuvre pour débarrasser les locaux le plus vite possible. Ce qui permet aussi au bailleur de relouer derrière très rapidement. Je vois qu'on avait encore une question. Vers qui faut-il se diriger pour des conseils de décision? Par expérience, je dirais un bon comptable ou un bon expert comptable, c'est indispensable parce que les chiffres, généralement, ce n'est pas le fort des juristes, mais les avocats peuvent vous accompagner sur tout l'aspect explicatif des risques, des préventions, des choses à ne pas faire, des choses vers lesquelles il faut plutôt se tourner, ce qu'un comptable n'aura pas forcément à l'esprit. Donc, vous avez besoin finalement des deux complémentaires. Oui, c'est un ensemble, hein. C'est pour ça que nous, on avait vu évidemment comment booster sa trésorerie, comment renégocier des contrats qui sont trop chers, est-ce qu'on peut réduire la masse salariale, et puis effectivement, voilà, les négociations avec des créanciers, est-ce qu'il y a des procédures possibles? Il y a aussi évidemment et je crois que Maître Walter notamment, vous connaissez bien, donc justement la transmission d'entreprise et à ce sujet, il y a la bourse d'entreprise à la Chambre des métiers qui a été fusionnée avec celle de la Chambre de commerce qui s'appelle Business Transfer. Et donc voilà, il y a des personnes qui veulent reprendre des entreprises, des personnes qui doivent céder ou qui veulent céder ou qui sont contraintes de céder pour X, Y raison ou justement qui veulent trouver des investisseurs aussi, hein. Donc voilà, voilà, il ne faut pas rester tout seul dans son coin et ne pas hésiter à envisager un large spectre de solutions, en fait, hein. Je vois qu'il y a une question sur la mise Oui. à disposition du support. C'est prévu, hein, Gilles, je crois. Voilà, donc dès que j'ai votre aval à tous les quatre, donc on va le mettre à disposition. Donc demain, je vais faire un mail aux participants avec le lien où il sera mis en ligne. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Un grand merci à vous quatre. Euh, Merci aux participants. Merci également à Raphaël Raimundo, notre support technique, qui nous a bien accompagnés. Et donc, je vous dis à très bientôt. Voilà, oui, merci à la Chambre des métiers de nous avoir mis à disposition l'aspect technique et Monsieur Raimundo pour les répétitions. Donc, n'hésitez pas si on peut vous assister dans quelques domaines. C'est toujours avec un grand plaisir d'accompagner le tissu économique luxembourgeois. Et comme on dit, les PME sont souvent les plus gros employeurs dans les pays européens. Et donc, elles ont une importance phénoménale dans le tissu économique et on doit tout faire pour les protéger. J'appelle de mes voeux qu'il y ait une réforme rapide pour toutes finalement, ces régimes qui, dans les principes, sont super, mais donc, concrètement, ont trop de restrictions par rapport notamment aux créanciers publics, etc. Alors qu'une réforme simple serait très bien et pourrait simplifier les choses. Voilà. Je ne sais pas si mes associés voulaient ajouter quelque chose. Non, je te remercie aussi et merci aux participants d'être restés. Pareil Voilà. pour moi, merci à tous et bonne soirée. Merci. À bientôt. Bonsoir. Pour de Bonsoir. nouvelles aventures. Au revoir.